Alors, j'écoute. Comment veux-tu que je t'appelle? Écoute, tu peux m'appeler Thomas. Ok. Thomas, tu m'appelles dans le cadre de ton abonnement VIP. Tu es VIP depuis combien de temps? 2 semaines. D'accord, donc c'est tout nouveau. Quel âge as-tu? Où habites-tu? Enfin, si tu veux le dire, t'es pas obligé. Bah écoute, je peux le dire, hein. J'ai 24 ans et j'habite en Alsace. Très bien, très bien. Et Thomas, je te rappelle via FaceTime. Donc pour les prochains, si vous voulez avoir une bonne qualité de son, privilégiez FaceTime. C'est le meilleur pour l'instant. Que puis-je faire pour toi? Donc Stéphane, je souhaite solliciter tes lumières donc sur une problématique que je rencontre depuis plusieurs années, qui est donc le manque de rencontres F, donc de femmes. Et parmi ces rencontres, donc le peu que j'ai eu, les femmes ne souhaitaient pas la même chose que moi, ce qui n'a pas pu déboucher sur une relation plus sérieuse. À comprendre donc que ces femmes-là souhaitaient la plupart du temps donc une relation éphémère, tandis que moi c'était plus vers un souhait de relation sérieuse. Donc ça c'est la problématique générale. Et pour expliquer un petit peu le peu de rencontres, je vais donner un peu plus de détails sur moi-même, sans trop bien sûr, hein. Donc il faut savoir que moi j'exerce un métier dans l'informatique, donc dans une boîte d'une trentaine de personnes depuis peu, et je suis célibataire, donc comme on a pu le comprendre évidemment. C'est deux choses qui vont souvent ensemble. Oui. Alors pour l'explication, j'ai un cercle social qui est relativement restreint et fermé. Déjà, donc ce qui peut expliquer le manque de rencontres. Donc je traîne avec les mêmes personnes, enfin je fréquente, pour parler mieux, le même groupe de personnes depuis à peu près 5 ans, donc une douzaine de personnes environ, hein, ça va, ça vient. Mais c'est toujours les mêmes personnes, principalement hommes. Donc comptez environ, je sais pas, 9 hommes pour 3 femmes, on va dire. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup d'hétérogénéité de ce côté-là. Et on pratique les mêmes activités depuis des années. Donc les activités, c'est souvent, pour parler franchement, c'est un groupe de beuverie, quoi. On va pas partir sur quel chemin. C'est un groupe de beuverie. On se voit les week-ends pour faire des activités de style soirée, bar, type resto, beuverie, etc. Ouais, c'est ça. Et bon, du coup, c'est sympa. Hein, je veux dire, on passe des bons moments, mais comme on a un groupe très fermé et qu'on se voit que nous, on rencontre très peu de personnes. Et donc sur ces 5 dernières années-là, comme on rencontre peu de personnes, ça me donne très peu de possibilités de rencontrer des nouvelles personnes, à savoir donc particulièrement des femmes. Et le peu de femmes que j'ai rencontrées sur ces 5 dernières années, ça n'a pas débouché sur ce que je souhaitais, comme dit précédemment, une relation plus sérieuse. Faut savoir que ces femmes-là que j'ai rencontrées, j'ai pas vraiment de problème à aller au-delà du stade amical, c'est-à-dire être un peu sexué et aller même au stade de la relation sexuelle assez rapidement, c'est pas un problème. Le problème en fait, c'est que j'ai l'impression qu'elle se désintéresse très rapidement, soit sur quelque chose que je fais, soit par malchance et par jeu de nombre, elle voulait tout simplement pas être en relation sérieuse, ce qui peut être parfaitement le cas. Et donc du coup, ça crée un problème de rencontre et du coup de souhait d'objectif qui n'est pas actuellement atteint. Donc j'ai également une situation professionnelle passée qui justifie également le manque de rencontres. Donc je travaille comme dit, comme c'est l'informatique, c'est un boulot qui est principalement rempli d'hommes, donc pareil, hein, hétérogène. Sans blague. Ouais, à peu près. T'es sûr? 5... Ouais, clairement, ouais. Ah ouais. Clairement. Après, on ça n'aurait dépend. pas dit. Franchement, ça dépend des boîtes en fait, si tu veux, parce que ces 5 dernières années, j'ai bossé dans des boîtes en informatique qui étaient vraiment 90% d'hommes sur 10% de femmes, ce qui était vraiment très très peu. Par contre, et c'est là où j'allais y venir, c'est que très récemment, j'ai eu un nouvel emploi il y a de cela 3 mois, où par contre, j'ai intégré une boîte d'infos où il y a 50% de femmes. Et là, effectivement, ça contredit un peu ce que je dis, ouais. Mais c'est quoi comme genre d'informatique? Si tu veux, c'est une boîte qui développe un logiciel informatique et donc il y a plusieurs services, hein, le service client, marketing, développeur. Oui, et elles sont plutôt dans quel service? Client, marketing ou développeur? La client et marketing, bien sûr. Ah. Ouais. Deuxième surprise de la journée alors. Deuxième surprise, hein, comme tu le dis. On s'en serait pas. C'est pas prévisible du tout en plus. C'est ça qui est bien. Pas du tout. Donc je disais, oui, donc situation professionnelle qui justifie donc le manque de rencontres.
sauf du coup il y a 2 mois, donc où j'ai intégré une structure un peu plus variée. Un peu de concret. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 mois? Bah écoute, pour l'instant, pas grand-chose d'intéressant. En fait. D'accord. Où va-t-on dans cette étude de cas? Je vais y arriver. Là, c'est juste, je situe un peu le cadre et puis après, je vais poser ma question, ce sera un peu plus clair. Donc, je disais, par rapport à ce nouvel emploi, en fait, bon, déjà, la situation sanitaire, malheureusement, parce que on est en plein Covid, à l'heure où je passe cet appel, donc télétravail oblige. Même si j'intègre une nouvelle boîte, les gens, je ne les vois pas pour le moment. Donc, ça facilite pas le contact, on va dire ça comme ça. Et donc, je me disais, en fait, concrètement, par mon manque de nombre, en fait, si tu veux, sur ces 5 dernières années, je me disais que passer par le travail pourrait être une idée en soi, même si j'ai eu des avis contraires, beaucoup d'avis contraires d'ailleurs, par rapport aux relations professionnelles. Parce que on bosse au même endroit, c'est compliqué, ça peut créer des tensions, des problèmes. Oui, non, mais ça, ce sont toujours les éternels paradoxes entre les dictons et la réalité. J'ai toujours de toute ma vie entendu no job in job. Statistiquement, la majorité des gens continuent à se rencontrer en dépit d'Internet sur le lieu de travail. Donc moi je veux bien no job in job, mais enfin je pense que 80% de nos parents ou 60 ou soit dans 80 j'exagère, mais je crois que au dernier sondage il y a une dizaine d'années, c'était encore 60 ou 70% d'entre nous ne seraient pas là si des gens ne s'étaient pas courtisés sur le lieu de travail. Hein. Donc il faut se calmer aussi avec ça. Oui, non, c'est sûr. Hein. Après, évidemment, quand tu vas sonder les gens, c'est toujours... Après, je parle de la population jeune, effectivement. Moi, comme je me rappelle, je suis assez jeune. Donc, j'ai pas encore tant d'années que ça dans le monde du travail. 5-6 ans seulement, à peine. Mais voilà, en tout cas, moi, c'était une possibilité que j'avais entrevue. Même s'il y a des hauts, il y a des bas. Mais voilà, en tout cas, j'arrive dans une structure où il y a quand même des gens qui ont l'air assez intéressants. Et je me disais donc qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose dans ce milieu-là, quoi. Et donc le fameux no job in job que beaucoup de gens m'ont dit, moi personnellement j'y adhère pas énormément non plus. Je t'avoue que je sais très bien que les gens se rencontrent énormément par le boulot, c'est pas un problème. Et comme tu le dis, beaucoup de nos parents seraient pas là, enfin nos parents à nous ne seraient pas là s'il n'y avait pas eu le boulot. Donc du coup j'en arrive à ma question après avoir pas mal détaillé ma situation personnelle. Qui est la suivante. Donc, comment rencontrer des femmes donc de qualité qui veulent la même chose que moi, et est-il possible donc d'entreprendre une relation avec une femme rencontrée par le biais du travail? Et donc toi tu as déjà répondu par oui. Et donc si possible, comment aborder la chose de la meilleure façon pour ne pas créer des problèmes ou ce genre de choses, quoi. Non, mais c'est trop abstrait, ça. J'ai que des études de cas hyper abstraites en ce moment. Moi, j'aime bien quand il y a un personnage A, un personnage B, un personnage C, un enjeu, une situation, des malentendus, des négociations, des machins, des trucs. C'est comment je suis une personne singulière, unique et formidable. Comment rencontrer quelqu'un à mon image? Je suis un petit peu là, en fait, mon garçon, de ce type d'études de cas. Et où sont les gens formidables? Ils sont quelque part, ils sont aussi rares que toi, puis ils te trouvent peut-être pas formidable. Ouais, c'est pas vraiment dans le sens comment rencontrer quelqu'un d'aussi génial que moi, parce que je suis pas narcissique à ce point, mais c'est plus des gens tout court en fait, si tu veux. Je cherche pas la perle parfaite pour satisfaire tous mes besoins, qui me ressemble à 100%, qui a tous mes goûts, etc. C'est utopique et franchement je cherche pas ça. Là ça serait plus un jeu de nombres où je me dis est-ce que je dois me détacher de mon cercle social actuel pour essayer de rencontrer d'autres personnes. Ça serait pas une si mauvaise idée, oui. C'est sûr que les copains de beuverie, c'est bien, mais enfin, ça doit rester des copains de beuverie. C'est ça le souci, quoi. Et le problème, en fait, c'est que là, je suis dans une situation un peu métro, boulot, dodo, beuverie, ce qui me laisse peu de temps, en général, quand je rentre le soir, pour aller faire telle ou telle activité, surtout qu'en ce moment, si je veux m'inscrire à un club de volley, je sais pas, pour rencontrer les gens, je peux pas parce que tout est fermé en plus. Ouais, c'est marrant. Je commence à me dire gentiment que l'excuse du confinement et de l'assignation à résidence commence à avoir bon dos. Parce que ça fait 15 ans que j'entends les gens m'expliquer que
que finalement sortir seul c'est difficile, que élargir sa surface de contact avec le monde c'est un effort quotidien, que briser la glace réclame une certaine forme de prise de risque, d'abandon, de courage, de trucs, de machin, etc. Et maintenant, ça fait 6 mois ou plus grosso merdo que j'entends qu'en réalité, on ne rêve que de ça et que l'isolement ou l'ennui ou la solitude ou la réflexion intérieure ne serait que la conséquence du fait qu'on nous empêche, mais que si on nous empêchait pas, eh bien, on aurait 1500 amis, 450 conquêtes et des activités à tire-larigot. Donc je commence à me demander s'il n'y a pas une petite forme d'hypocrisie derrière tout ça, et j'ai l'impression que ce sont les mêmes. Hein, ce sont les mêmes qui, quand ils pouvaient tout faire, en réalité, ne faisaient quasiment rien, ni sport, ni activité culturelle, ni sortie seule, ni drague, ni road trip, ni balade, ni rien, et qui maintenant m'explique que toutes ces activités-là sont empêchées, et que le drame, c'est qu'on les empêche. Ouais, je sens un petit peu l'arnaque quand même, excuse-moi, hein, j'ai le nez creux, je sens un peu je commence à sentir un peu l'entubage là quand même. Hein. Ah, je comprends ton raisonnement, hein, ce qui est tout à fait logique en soi. C'est juste que j'y ai pas pensé plus tôt parce que je me suis jamais vraiment penché sur la question en fait jusqu'à très récemment où j'ai commencé à m'intéresser aux mécaniques des relations hommes-femmes en fait. C'est à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai fait une rétrospective de ma propre vie en fait, de comment je la vivais, quelles étaient mes habitudes, etc. Et quand on se penche un peu plus sur sa vie en détail, on se rend compte qu'au final on fait pas grand-chose. Et c'est au moment où on veut changer qu'on se dit ah putain en fait faut le faire, mais merde comment je le fais, avec qui, où, comment, pourquoi. Déjà, on ne peut que te féliciter d'avoir fait de t'être livré à ce bilan comptable de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas. Dis-toi bien que la plupart des gens n'en sont pas capables, ne le veulent pas, et que dans ce plupart des gens, j'inclus beaucoup de femmes. Et que en réalité, quand tu comptes objectivement leur degré d'activité, notamment culturelle, est en général proche du zéro absolu. Donc, et encore une fois, c'est vraiment une réalité absolue, quoi. Alors, il y a des séquences de vie assez courtes où les gens, en gros, se remontent les manches et se dessinent un personnage, comme disait Jean de La Fontaine. En France, on se croit un personnage, on y fait l'homme d'importance alors qu'on n'est qu'un bourgeois. Donc il y a des séquences où les gens se dessinent un personnage, c'est-à-dire vont se fabriquer un costume de Superman, comme dirait Jean Covici, et se lancent dans des activités hyper socialisantes, etc. Et ces personnes s'appellent généralement, et ces moments, ces séquences coïncident généralement avec le célibat. Donc quand on est célibataire et qu'on a compris un peu comment les choses fonctionnent, eh ben on s'astreint tout à coup que bizarrement à fréquenter des cours de danse, à fréquenter la salle de sport, à aller au musée, à s'inscrire à des groupes de je sais pas quoi, si on est côté naturopathe, des cours de méditation dans les parcs, ou si on est côté que sais-je. Et puis on raconte à la ronde que ce sont nos hobbies, que ce sont nos passions, que c'est notre mode de vie. Et la réalité tragique et terre à terre, et le néant de chacun se retrouve évidemment dès que l'être aimé, ou qu'on croit aimer, ou en tout cas qui nous accepte et qui nous veut du bien temporairement, nous dit oui, nous dit faisons un bout de chemin ensemble. Et ben tout à coup, petit à petit, on se rend compte que le cours de yoga bidule, et ben en fait il est un petit peu loin, et puis l'hiver arrive, il fait un petit peu froid, donc on peut le sauter une fois sur deux. Ou on va le sauter une fois sur 3, puis une fois sur 2, puis une fois sur 1. Le cours de sport, eh ben, on se rend compte que en réalité, on l'a fait un petit peu pour pouvoir rechoper, mais maintenant qu'on a quelqu'un qui dit qu'elle aime bien les bourrelets et les mecs un peu ronds parce qu'elle trouve ça un peu protecteur, un peu mignon, eh ben on arrête, tout en ne se disant pas une seule seconde qu'en fait elle ne dit pas ce qu'elle pense.
etc., etc. Et puis à la fin, la surface qu'on avait agrandie à la force du coude et du poignet se réduit, devient une petite bulle, et puis on forme une entité couple, voilà, un être mutant à 2 têtes, 4 jambes, 4 pieds, et qui va finir par s'emmerder. Et voilà, ce que j'appelle dans mon deuxième livre, la force centrifuge et la force centripète, c'est pas une contrepétrie, c'est ce ressort invisible qui te retient au foyer et qui te tire en permanence où que tu ailles vers le lit, vers le canapé. Et il faut le combattre. Il faut le combattre, mais la plupart des gens n'en sont capables que temporairement, quand ils ont besoin de socialiser. On a tous rencontré comme ça des gens qui sur une courte période de célibat, se mettent à sortir partout, tu les croises en terrasse, tu les croises au musée, tu les croises... Et puis en réalité, l'année suivante ou 2 ans après, ils t'expliquent qu'ils sont partis en périphérie, dans un pavillon, parce qu'il y avait plus de place, et puis... c'est l'alternance de la vie, et ce qu'il faut, encore une fois, c'est ne pas penser binairement, penser que les pentes tendent les bras à tout le monde, la paresse tend les bras à tout le monde, la facilité tend les bras à tout le monde, la force centripète ou fuge, je me souviens jamais, je crois que c'est celle qui pète, tend les bras à tout le monde. Voilà, ne plus prendre soin de soi, ça tend les bras à tout le monde. Et simplement, y a des gens qui font le micro-effort d'échapper à leur pente, et il y a des gens qui s'y laissent aller. La réalité, c'est qu'il ne faut pas exclure complètement des situations, des solutions ou des gens, mais qu'il ne faut pas non plus s'y adonner complètement. C'est toujours... Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça se mesure, ça pondère, ça discute, ça... ton histoire de copains de beuverie, oui, comme tu dis, ça doit rester des copains de beuverie, c'est-à-dire des gens avec qui tu vas avoir des matchs de foot une fois de temps en temps. Ça n'est pas, des copains de beuverie, ça n'est pas un cercle social. Mais par contre, il ne faut pas non plus devenir tout à coup comme ces espèces de surhommes en carton, tous les néo-nietzschéens là, qui étaient puceaux il y a 3 ans et qui viennent de découvrir Nietzsche et qui pensent qu'ils sont Zarathustra et le surhomme et toute leur famille en même temps, et qui vont estimer que quotidiennement de 6h du matin, parce qu'ils se lèvent à 5h, ils sortent à 6h, ils prennent des douches glacées, ils vont courir dans la forêt, casser du bois, etc. Et ils t'expliquent que tout est question de se tirer vers le haut et que blablabla. Bon, ça, c'est évidemment c'est de la fanfaronnade. C'est de la fabulation et de la fanfaronnade. La réalité est quelque part entre les deux, voilà. La réalité est quelque part entre les deux, et on a tous des relations un peu plus bêtes que nous, un peu moins exigeantes que nous, dont on se prend d'une certaine affection, et puis avec qui on va rester amis ou amants pendant des années, voire des demi-décennies, voire des décennies, jusqu'au jour où une crise, c'est-à-dire un élément incongru et inconnu, va advenir, et là on va exploser. Et tout à coup on va envoyer à la gueule de l'autre qu'en fait on se retenait de lui dire ces 4 vérités, puis la relation sera terminée. Elle aura duré 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc ta situation n'a rien de fondamentalement exceptionnel. Tes préoccupations sont celles d'un homme de 24-25 ans qui n'est pas trop bête, donc c'est plutôt à mettre à ton crédit. Si tu étais bête, c'est-à-dire si tu avais un QI à 2 chiffres, comme je commence à dire souvent, sache que tu ne te serais même jamais posé la question, ça ne te serait jamais venu à l'idée. Ça serait vraiment une non-question, quoi. Ça serait totalement un non-problème. D'accord. Après, j'ai toujours eu, enfin toujours, non c'est faux, j'ai eu depuis plusieurs années un sens autocritique assez élevé, c'est-à-dire que à partir du moment où j'arrivais dans une situation où je sentais une récurrence par rapport
aux problèmes que je rencontre, c'est à ce moment-là que j'essayais de me dire, mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je fais de mal, etc. Alors que je vois beaucoup de gens autour de moi, lorsqu'il leur arrive une merde, ils se remettent pas en question. C'est souvent la faute d'un tiers. C'est jamais leur faute à eux. C'est toujours cette situation s'est mal passée parce que cet élément-là a déclenché cette situation qui a fait que moi je suis pas fautif et c'est de la merde et machin. Moi je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Mais je suis en train de te dire, garçon, et c'est un compliment et tu devrais être content, je suis en train de te dire que tu es plutôt intelligent et qu'à mon avis, tu es plutôt au-delà des 120 qu'en deçà des 110. Tu me sembles avoir des raisonnements de ce qu'on appelait à l'époque précoce, de précocité intellectuelle. Je ne serais pas étonné si tu faisais un petit test un peu sérieux des familles que tu découvres une précocité intellectuelle. Je ne sais pas. C'est à découvrir un jour. Fais-le. Fais-le, je prends les paris. À voir. Je prends les paris que tu as une précocité intellectuelle parce que les préoccupations qui t'habitent sont des préoccupations de précoce. J'en sais quelque chose. C'est largement possible, mais j'avoue que je ne t'ai jamais vraiment posé la question de ce côté-là. Et donc du coup, comme tous les précoces, tu es décalé dans le temps par rapport aux préoccupations de tes contemporains, c'est-à-dire que tu as 25 ans, tu as fait le tour du dévoiement et des plans cul, et tu te retrouves à chercher une relation durable comme si tu en avais 29 ou 30. Ouais, c'est à peu près ça. Ce n'est qu'un écart d'âge, en fait. C'est assez compliqué quand les gens autour de moi, enfin du moins ceux que je rencontre, sont assez, comme tu dis, décalés par rapport à moi. Donc les besoins et les envies sont différents. Et donc je me retrouve un peu cul nu, au sens littéral. C'est pas une histoire de cul nu, c'est une histoire de QI. Oui, j'entends bien. Tu as une précocité, peut-être pas de résolution des problèmes, mais de formalisation des problèmes. Les problématiques qui t'intéressent aujourd'hui à 24 ans ne sont pas ce qui intéresse une femme de 24 ans. Ni un homme d'ailleurs. Ouais. Tu as des préoccupations d'équilibre de vie, de temps de loisirs, humaines, qui ne sont pas les préoccupations d'une femme de 24 ans, peut-être même pas de 34, et parfois même pas de 44 ou de 54, voire de jamais. Donc quand on a des loisirs singuliers et des préoccupations singulières, on est souvent seul. Ouais, je comprends. Et Internet, et c'est pour ça qu'Internet est un cadeau de Dieu, comme a dit Papa Francesco, et a changé le monde, c'est parce que ça permet à des gens qui se croyaient seuls sur des hobbies qu'ils croyaient ne pas en être, de se rendre compte qu'il y en avait quand même quelques centaines dans chaque pays, ou quelques milliers, et qu'au total, on pouvait se retrouver. Alors, il y a 20 ans, c'était sur des forums, désormais, c'est sur des réseaux sociaux et des groupes, mais c'est la même logique. Tu n'es pas tout seul. Je pense qu'une grande partie, peut-être pas tous, loin de là d'ailleurs, je sais que certains ne le sont pas, mais une partie significative de mes chatons VIP, par exemple, à mon avis, est surdouée. Je dis pas tous, bien sûr, moins de 50%, mais si vous voulez, la moyenne, la gaussienne est calculée pour que dans la rue, dans la vie quotidienne, le pourcentage de surdoués, ça soit, je crois, autour entre 3 et 5%. Enfin, c'est simplement une question de seuil de la courbe de Gauss. Je crois que c'est entre 3 et 5. Ça ne m'étonnerait pas que dans mes VIP, on soit entre 10 et 20, ce qui est déjà 5 ou 10 fois plus que dans la population. Voilà, le fait que tu aies repéré la pertinence de mes contenus à 24 ans est déjà significatif. Fais écouter mes contenus à 10 potes, tu verras que sur 10, 9 n'en ont strictement rien à battre et qui vont se moquer de toi et te rironner. C'est marrant que tu me dises ça parce que ça m'était déjà arrivé quand j'avais un pote un peu en galère, que je salue s'il m'écoute, mais quand je montrais certains de tes contenus ou des contenus similaires à certains potes, ils disaient ouais c'est intéressant, puis ouais ils passaient à autre chose dans le monde et puis ils ne se penchaient pas vraiment sur le fond, mais beaucoup plus sur la forme et puis ils s'en foutent en fait, c'est pas des préoccupations qui les concernent. Ils s'en foutent parce qu'ils ne souffrent pas. Ouais. Et un jour, ils vont se retrouver devant une relation incompréhensible, parce que ce sont des gros chiens un peu pâteaux, et ils vont se retrouver devant une femme qui fait le chat,
c'est-à-dire qui soufflent le chaud et le froid et qui leur échappent. Et ils vont, comme des copains d'école à moi, hein, Philippe et les autres, hein, qui n'écoutent pas, tant pis, c'est dommage d'ailleurs, ils vont se retrouver voilà, à prendre ou à perdre 20 kilos, à faire une dépression, à essayer de mettre fin à leur jour, et ils vont aller payer un abruti ou une abrutie de psy qui va leur pomper 50 ou 100 balles toutes les semaines, hein, j'ai pas dit tous les mois, j'ai dit toutes les semaines, pour leur faire raconter à quoi ressemblait la maison de vacances de leur grand-mère, comme si ça avait un lien avec la semoule. Ah bah tu vois, c'est bien pour ça que moi j'ai trouvé la chose un peu plus attrayante en prenant l'abonnement VIP, plutôt qu'aller payer un psychologue pour me faire raconter un trauma d'enfance pour le relier à ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, tu n'as aucun trauma d'enfance, tu es un garçon qui a la tête sur les épaules, qui a des préoccupations qui ne sont pas de son âge et qui souffrent de ne pouvoir les partager. T'as des copains de beuverie, t'as des copains de foot, mais en réalité, ces gens ne s'intéressent pas à tes préoccupations. Et les gens qui s'y intéressent, tu vis à une époque, encore une fois, magique, et on ne le souligne pas assez souvent. Rendez-vous compte de ce qu'était la vie quand on ne pouvait pas identifier, trouver, lire des choses qui nous intéressaient de la plume de gens comme nous via Internet. Enfin, si tu es trop jeune pour le savoir, mais les fins de trentenaires, les quadras et les quinquas ont connu un monde où quand tu avais un goût, un dégoût, un hobby, une lubie, une passion, et ben la seule façon éventuellement peut-être de te sentir moins seul, c'était de trouver une revue spécialisée à la librairie qui en parlait, et encore, fallait pas habiter au fin fond de la province, et sinon, tu te sentais métaphysiquement, philosophiquement, seul comme un pou. Tu avais vraiment l'impression que personne n'existait comme toi. Moi, pourquoi je fais ce métier ? Il y a 17 ans, j'étais embauché comme consultant dans un cabinet de conseil. Il y a 16 ans, pardon, en 2004. Absolument personne ne me connaissait. Mon hobby à l'époque, mon loisir, c'était de sortir dans des endroits qui viennent d'ouvrir. J'aimais bien, je guettais un petit peu, je connaissais Paris depuis peu, j'étais à Paris Centre depuis 3 ans seulement. Je guettais les endroits qui venaient d'ouvrir, de sortir, et puis j'aimais bien les fréquenter un peu en anteprima, c'est-à-dire être parmi les premiers clients. Je me suis rendu compte que ça intéressait peu mes amis de l'époque, qui étaient soit casaniers, soit très fixés sur tel quartier, tel lieu, tel arrondissement. Ouais. Donc du coup, moi, ça me gavait de devoir convaincre pendant 1 heure quelqu'un de sortir du 15e arrondissement pour aller dans le 2 arrondissements à côté. J'en ai eu marre et je me suis dit, bah, je vais sortir seul. Donc j'ai appris à sortir seul, j'ai rencontré bon, moi c'était pas des copains de beuverie, j'ai jamais été un grand buveur, mais des copains de soirée, Philippe notamment, Patrick, avec qui on a fait les 400 coups notamment dans le 8e. Et du coup j'ai fait des rencontres parfois très drôles, très cocasses, parfois très, très érotiques, parfois pas du tout, parfois amicales, parfois sympathiques, parfois cul, parfois pas cul. Et en fait comme ça n'intéressait pas mes amis d'entendre le récit de ces rencontres, je les ai racontés sur un forum internet qui s'appelait French Touch Séduction et qui était le premier que j'ai trouvé en tapant des mots genre récit rencontre, tu vois. Et donc je me suis mis à les raconter avec un pseudonyme à la con et là j'ai trouvé des gens que ça intéressait, voire que ça passionnait, voire qui étaient prêts à payer. Et là je me suis dit merde, mais j'avais l'impression que ça n'intéressait personne. Mais mes copains d'enfance à moi, ça n'intéressait absolument personne. D'entendre comme ça des rencontres cocasses, insolites, incongrues au milieu de la nuit parisienne comme ça entre deux taxis ou entre deux couloirs ou je sais pas quoi et inversement tout à coup des gens se sont mis à être prêts à financer des conférences où je leur décrivais et racontais ça. Mais sans Internet, je pense que ça serait resté dedans et ça aurait flétri comme un peu toutes les choses comme dans l'épisode de Cowboy Bebop, Never let things in the fridge, ça serait resté au congélateur et ça se serait gâté, voilà. Oui, mais en même temps, rencontrer 70 millions de Français et leur faire part de tes récits, c'est sûr qu'Internet, c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc tu vis à une époque où, remercie,
remercie le sort, le destin, la chance, appelle ça comme tu veux, de t'avoir donné un outil te permettant non seulement de me parler, mais de rencontrer des gens qui partagent tes problématiques. Imagine la vie avant. Ouais. Imagine-toi dans un village de province. Imagine-toi dans un village de province, d'accord, avec ses problématiques et strictement personne à qui parler. Ouais, surtout qu'à l'époque on bougeait pas beaucoup non plus, j'imagine. Enfin. Mais d'ailleurs, tu parlais justement j'écoutais justement ton récit où tu disais que tu sortais seul, etc., que tu rencontrais des gens. Tu vois, moi par exemple, honnêtement, j'ai jamais sauté le pas, tu vois, jamais osé le faire, sauter le pas, parce que, je sais pas, peut-être, je t'avoue que je sais même pas pourquoi je l'ai jamais fait, c'est peut-être une solution en soi. Tu l'as jamais fait parce que ça s'appelle la frousse. Probablement. Hein, tu connais cette réplique d'Audiard, je sais pas ce qui me retient de vous casser la gueule, la trouille. Non mais je vois le délire, hein. Franchement c'est probablement comme tu le dis, c'est probablement de la frousse, c'est comme avant de faire quelque chose la première fois d'important, tu vois, la première fois que tu vas sauter d'un plongeoir de 10 mètres, forcément t'es là à regarder le vide, à contempler le vide pendant 10-15 minutes, tes amis en bas qui là, allez saute, et toi t'es là en bas, tu oses pas. Après je me dis que c'est un tabou sociétal, je vais pas dire énorme parce que c'est pas grave, mais c'est un tabou indolore, mais très 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 largement répandu. On n'ose pas, les gens n'admettent pas l'inconfort qu'ils ressentent seuls en extérieur. Ouais. Et ils le masquent, et ils le trichent, et ils le conjuguent, ils le déclinent, ils le tordent de tous les côtés possibles. En fumant, notamment fumer, par exemple, jouer avec sa cigarette, c'est à plus de 50%, c'est pour compenser une espèce tu sais pas quoi faire de ton langage corporel, de ton corps, alors tu trouves une occupation. En marchant, regarde comment les gens marchent dans la rue. Notamment les femmes qui n'ont pas le sens de l'orientation, avec leur téléphone dans la main, en train de suivre leur GPS là, sans comprendre, sans lever un instant la tête en se demandant où est-ce que je vais, au sud, au nord. Regarde l'embarras des gens qui arrivent en avance à un rendez-vous. Regarde l'embarras des gens qui arrivent en avance à un rendez-vous. Ils osent pas rentrer, ils attendent devant. Ils tournent autour, mais c'est incroyable. Ah bah aujourd'hui il y a un outil magique qui s'appelle le smartphone, comme tu l'as dit. Maintenant les gens sont plus à regarder autour d'eux. Mais non, ça a toujours été comme ça avant le smartphone. Je l'écrivais il y a plus de 15 ans. Vous arrivez en avance, vous installez. Combien de fois ça m'est arrivé avec des hommes et des femmes, notamment des femmes, elles arrivent en avance, elles osent pas rentrer. Elles tournent autour de l'immeuble ou elles sont à côté, elles te disent je rentrerai quand tu y seras. Non mais c'est exactement ça. Quand je parlais de mes potes de beuverie avant, à chaque fois qu'il y a un mec qui arrive en avance, il est toujours devant le bar à attendre que les autres arrivent pour oser rentrer. Non, mais on ne se rend pas compte, parce qu'on fait tous semblant, sauf quelques-uns d'entre nous, mais on est très peu. On minore le stress généré simplement par, je ne vais pas dire la solitude, parce que quand on est dehors, on n'est pas seul, c'est une solitude peuplée, mais par l'individualité, par le fait d'être un atome, de ne pas être une molécule, c'est-à-dire une congrégation d'atomes. Quand les gens sont seuls, ils génèrent une bile monstrueuse. On le voit avec le télétravail, par exemple. Le télétravail, au bout de 15 jours, on avait fait un sondage, les gens disaient « je ne retournerai plus jamais au bureau, c'est la grande vie, etc. » Et maintenant, plus d'un sur deux veut retourner au bureau parce que je crois que c'est 55% des Français qui dépriment en télétravail. C'est le contact social, hein. C'est normal. Hein. Mais tu peux dire que c'est le manque des autres, mais bizarrement, quand les autres, ils les ont sous la main, ils les débectent, ils les vomissent, ils les haïssent. Ah bon? Bah écoute, demande aux gens s'ils pouvaient remplacer leurs collègues de travail, ils les remplaceraient tous sur le champ. Non, c'est simplement que, comme disait Louis Jouvet, un être seul est en mauvaise compagnie. Un être seul est en mauvaise compagnie et en présence de leur propre bobine, de leur propre corps, ils ne savent pas meubler une journée. Ils ne savent pas remplir une journée. Et toi, tu penses donc que,
accomplir des activités et sauter le pas sur le fait donc d'oser sortir seul, etc. Donc ça peut être une bonne solution et s'il y a un mais c'est pas sortir seul n'est pas ni une solution ni un défi consistant à sauter d'un pont. Raisonner comme ça, c'est déjà mal poser le problème. Il y a pas, c'est pas un combat d'idéologie sortir seul versus pas sortir seul. C'est si tu as des activités et dans une vie normale, tu te rends dans une semaine, tu te rends à 5, 10 ou 15 lieux différents. D'accord ? Tu rejoins quelqu'un à un endroit, tu te trouves à un endroit A, tu rejoins quelqu'un à un endroit C et tu passes par un point B. Et ça, tous les jours, toute la semaine. D'accord ? Normalement, à moins de l'éviter consciemment, l'éviter l'apostrophe éviter hein, en deux mots, à moins de l'éviter consciemment, il y a forcément des trajets, des parcours, des moments où tu seras seul. Quand bien même tu irais rejoindre un cours, un événement, une visite ou quoi que ce soit. C'est fatal. Je ne sors pas pour être seul, mais me rendant d'un point A à un point F en passant par B, C, D, E, je ne serai pas accompagné tout le temps. Et maintenant, il y a qu'est-ce que je fais quand je suis seul? Est-ce que je m'enferme dans une voiture avec un chauffeur qu'on appelle un Uber ou dans un métro ou dans ma propre voiture et je considère que par réflexe, sans réfléchir, je rentre immédiatement chez moi, allumer un écran pour me rassurer et je ne ressors plus jusqu'au prochain but, que ce soit les courses ou que ce soit quoi que ce soit d'autre, ou bien est-ce que je me dis, bon, dans cette journée, je sais pas, j'avais un rendez-vous ce matin et un cours de quelque chose cet après-midi. Bon, entre les deux, j'ai l'heure du déjeuner plus une petite demi-heure. Qu'est-ce que je fais? Je peux peut-être déjeuner dehors, peut-être dans un quartier différent ou dans un endroit différent, et en profiter pour visiter un truc que j'ai jamais le temps de faire dans le coin. Ouais, je pense, ok. Ouais, et bah ça a l'air totalement évident à dire comme ça. Nous sommes minoritaires à vivre de la sorte. Bah, tu vois, tu le dis, mais moi je l'ai jamais fait, tu vois, par exemple. Bah ouais, mais c'est pas normal en fait. Bah, en fait. Vous avez la vie que vous méritez. Il ne se passe rien parce que vous ne méritez rien. Ouais. Bah en fait, les gens rentrent dans leurs habitudes et ils sont dans leur zone de confort en fait. Et sortir de cette zone de confort et aller explorer l'inconnu, c'est un peu. Comme écrivait Monterland dans ses carnets, les femmes vont au cinéma voir, découvrir des histoires de rencontres totalement incongrues et extraordinaires, mais qu'elles refuseraient quasiment avec des signes d'épouvante d'entendre ou d'écouter se faire proposer de la part de leurs voisins de siège. Bon, alors c'est un peu provoquant et puis c'est une situation qui est un peu datée, mais si tu enlèves le côté un peu patiné par le temps, c'est l'exacte réalité. On regarde des films, on consomme des œuvres, plutôt des séries maintenant, puisque le nouveau cinéma, ce sont les séries, ce ne sont plus les films. On consomme des séries dans lesquelles l'inconnu a toujours une place primordiale. Toujours. Dans les séries, dans la logique scénaristique, il y a toujours une place énorme faite à l'inconnu. Je critiquais récemment la série Netflix Emily in Paris. Elle se fait deux amis dans un parc. Bon, toute série octroie la part du lion, la part du roi à l'inconnu. Que cet inconnu soit des rencontres amoureuses, que cet inconnu soit des rencontres professionnelles, il y a toujours une part énorme à l'inconnu. Et les gens gobent ça, consomment ça, se divertissent de ça et admirent ça, alors que dans la réalité, ils sont totalement aveugles
est incapable de remarquer une opportunité quand elle se présente à côté d'eux. Ouais. Non mais c'est sûr. Hein. C'est clairement sûr. Donc si tu te plains qu'il se passe rien dans ta vie à part tes amis de beuverie et qu'à 25 ans ça t'arrive même pas de bouffer dehors tout seul, bon ben Coco, te plains pas, tu as ce que tu mérites. Non mais je t'avoue que ouais non, ce côté-là, tu vois, j'avais déjà pensé, mais jamais au-delà de la simple pensée éclair, tu vois, genre pendant l'espace d'une seconde, tu y penses et puis tu dis ouais non, quand même pas, je vais pas faire ça alors que je peux faire ça avec d'autres gens. Non bon allez, je vais appeler un ami, on va faire ça ensemble. Non c'est vrai que ce point de vue, je l'ai jamais abordé, tu vois, comme tu le fais. Tous les artistes, tous les écrivains, lis n'importe qui, lis n'importe quel roman, c'est leur mode de vie normal. Hein. Enfin, je suis en train de lire en ce moment la mousson de Louis Bromfield. Je n'ai jamais lu un écrivain ou jamais entendu un artiste ou un scénariste ou quiconque raisonner comme ça. Ah ben tiens, il est 11h, j'ai un rendez-vous à 15h, ben je vais rentrer chez moi parce que ça se fait pas de déjeuner dehors. Ça n'existe pas en fait. Je ne veux pas dire que c'est stupide parce que tu vas te vexer, mais on récolte ce qu'on sait, mais en s'aimant ça, tu récoltes rien. Voilà. Après, tu vois, j'ai jamais compris. Et mon exemple du déjeuner n'est qu'un exemple parmi 1000. Il ne faut pas s'arrêter là. Je contredis le fait que j'ai ma part de responsabilité dans ma situation actuelle. Ça, je ne le nie absolument pas. C'est sûr et certain, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais cette autocritique où je me disais, mais... Et les femmes, c'est encore pire. Hein. Je te le dis à toi, mais les femmes, c'est encore pire. Elles ont toujours une bonne excuse. Hein. Oui, bah ça, de toute façon... Après, ça, c'est... Là, pour l'instant, je pense déjà pouvoir me concentrer sur ce que je peux faire, moi. Mais après, en même temps, tu vois, je me disais... Bon, il y a l'exemple que j'ai donné avant, tu sais, par rapport au fait de commencer une activité physique, etc., pour rencontrer les gens. Mais ça aussi, je me disais, en fait, c'est juste une forme d'hypocrisie en soi, parce que commencer une activité avec un but caché derrière, c'est pas viable, je pense, sur le long terme. Hein, et je pense déjà de base, si tu fais un truc que tu apprécies au début, mais qui a un motif caché derrière, tu risques de t'en lasser assez vite et finalement pas arriver à ton but, parce que si ton seul objectif, c'est de faire une rencontre, imaginons, ça n'arrivera pas. Et puis oui, bah ça c'est ce que j'appelle le cours de golf. C'est cette passion que tous les businessmen d'un certain âge découvrent pour le golf. Parce que en réalité, derrière le golf, il y a le fait que c'est l'occupation des businessmen de plus de 40 ans. Et donc, en gros, en pratiquant le golf, c'est utile et c'est pratique pour tes rendez-vous d'affaires. C'est une activité qui est compatible avec ton écosystème, tu vois. C'est classifié un peu comme UP hein, de faire du golf. Hein. Beaucoup plus que le foot ou l'escrime, tu vois. Attends, tu t'imagines avoir une conversation businessman en un match de foot, je pense que c'est un peu plus compliqué. Hein. Alors que quand tu prends le temps de claquer un swing, je pense que t'as moyen de discuter. Mais bref, je Garçon, il va falloir que je file, à moins que tu aies une autre question. Non, mais écoute, j'ai saisi... Tu n'as que des questions normales, tu n'as aucun problème. Mais ton seul... Bon, alors si, tu as un problème, c'est que tu ne vis pas à la hauteur de ce que tu attends qu'il t'arrive. Ouais, je pense que c'est ça le cœur du problème. Comme 90% des gens. Ouais. Ouais, non, mais comme tu dis, hein, je pense que le fait de saisir ces petites opportunités du quotidien sans vraiment y réfléchir... Ça serait une solution en soi, donc ne pas planifier à l'avance que ah tiens samedi soir je vais sortir seul, mais plus profiter du moment s'il se présente. Ah ben non, planifier à l'avance samedi soir je vais sortir seul, c'est déjà une logique tellement mécanique et ouais bon d'accord. Okay. Il faut que je file. Il n'y a pas de souci, je te remercie en tout cas et puis si jamais je te rappellerai c'est avec un cas précis et concret. Hein. Allez, avec plaisir, ciao. Ciao.